Tu me demandes s'il y a des juifs en France, sache que partout où il y a de l'argent, il y a des juifs. Tu me demandes ce qu'ils font, précisément ce qu'ils font en Perse. Rien ne ressemble plus à un juif d'Asie qu'un juif européen. La législation est un bouclier que le gouvernement doit porter partout où la prospérité publique est attaquée. Le gouvernement français ne peut voir avec indifférence une nation avilie, dégradée, capable de toutes les bassesses, posséder exclusivement les 2 beaux départements de l'ancienne Alsace. Il faut considérer les Juifs comme nation et non comme secte. C'est une nation dans la nation. Je voudrais leur ôter, au moins pendant un temps déterminé, le droit de prendre des hypothèques, car il est trop humiliant pour la nation française de se trouver à la merci de la nation la plus vile. Des villages entiers ont été expropriés par les Juifs, ils ont remplacé la féodalité, ce sont de véritables nuées de corbeaux. On envoyait au combat d'Ulm qui étaient accourus de Strasbourg pour acheter des maraudeurs ce qu'ils avaient pillé. Il faut prévenir par des mesures légales l'arbitraire dont on se verrait obligé d'user envers les Juifs. Ils risqueraient d'être massacrés un jour par les chrétiens d'Alsace, comme ils ont été si souvent et presque toujours par leur faute. Les Juifs ne sont pas dans la même catégorie que les protestants et les catholiques. Il faut les juger d'après le droit politique et non d'après le droit civil, puisqu'ils ne sont pas citoyens. C'est en 1806, ça. Il serait dangereux de laisser tomber les clés de la France, Strasbourg et l'Alsace, entre les mains d'une population d'espions qui ne sont point attachés au pays. Les Juifs autrefois ne pouvaient pas même coucher à Strasbourg. Il conviendrait peut-être de statuer aujourd'hui qu'il ne pourra pas y avoir plus de 50 000 Juifs dans le Haut et le Bas-Rhin. L'excédent de cette population se répandrait à son gré dans le reste de la France. On pourrait aussi leur interdire le commerce en se fondant sur ce qu'ils le souillent par l'usure et annuler leurs transactions passées comme étant entachées de fraude. Les chrétiens d'Alsace et le préfet de Strasbourg m'ont porté beaucoup de plaintes contre les Juifs lors de mon passage dans cette ville. C'est une chanson. Alors, courtisans attablés dans la splendide orgie, la bouche par le rire et la soif élargie, vous célébrez César très bon, très grand, très pur, vous buvez apostat à tout ce qu'on révère, le chypre à pleine coupe et la honte à pleines lèvres, mangez, moi je préfère vérité ton pain dur, boursier qui tond le peuple, usurier qui le triche, gai soupeur de chevet, ventru, coquin et riche, ami de foule de le juif et de Maupas le grec, laissez le pauvre en pleurs sous la porte cochère, engraissez-vous, vivez et faites bonne chère, mangez, moi je préfère probité ton pain sec. Les Juifs sont de toutes ces sectes la plus dangereuse, à cause qu'ils font tort aux négoces des chrétiens et qu'ils sont inutiles à l'État. Nous avons besoin de cette nation pour faire un certain commerce en Pologne, mais il faut empêcher que leur nombre n'augmente et les mettre non pas à un certain nombre de familles, mais à un nombre de têtes, et resserrer leur commerce, les empêcher de faire des entreprises en gros pour qu'ils ne soient que détailleurs. Nous avons trop de Juifs dans les villes, il en faut sur les frontières de la Pologne, à cause qu'il n'y a dans ce pays que les Hébreux qui fassent le négoce. Dès qu'une ville est éloignée de la Pologne, les Juifs y deviennent préjudiciables par leur usure, par la contrebande qui passe par eux, et par 1000 friponneries qui tournent au détriment des bourgeois et des marchands chrétiens. Je n'ai jamais persécuté les gens de cette secte ni personne, je crois cependant qu'il est prudent de veiller pour que leur nombre n'augmente pas trop. Voilà. Tu connais le peuple que l'on appelle hébreu, qui ne reconnaît pas de maître hormis son Dieu. Tu lui donnas de s'étendre et de se reproduire, et dans ton pays, à sa guise, de se nourrir. Ils ont une religion qui leur permet de dépouiller tout étranger, et laisse tes peuples nus devant pareille audace. Le juif aime l'argent, et il craint le danger. Sans gros efforts et sans prendre de risques, il sait tirer argent de tout pays par le négoce et l'intérêt. L'argent leur donne aussi la clé de tous les cœurs. Aucun secret n'est sûr dès qu'ils en sont porteurs. Ils traitent chacun à sa façon particulière, par crédit et par change, ils tiennent le pauvre air. Il ne s'en sort jamais qui s'y est pris une fois. Si dans ton pays, n'importe qui, un tel est, même de loin, un parent d'Israël, ce peuple rusé y fera sa carrière, mais tant que règne l'ordre, il ne pourra rien faire. La première idée qui vint à l'esprit du jeune homme fut de trouver une manière quelconque de jouer à croix ou pile sa fortune. Mais pour cela, il fallait vendre la maison. Une semaine s'écoula, puis une autre. Pas un acheteur ne se présenta. Croisy passait ses journées à se désoler avec Jean, et le désespoir s'emparait de lui lorsqu'un brocanteur juif sonna à sa porte. Le juif visita toutes les chambres, monta au premier, descendit à la cave, frappa sur les murailles, compta les marches de l'escalier, fit tourner les portes sur les gonds et les clés dans les serrures, ouvrit et ferma les fenêtres, puis enfin, après avoir tout bien examiné, sans dire un mot et sans faire la moindre proposition, il salua Croisy et se retira. Croisy supposa que le juif avait voulu se donner le temps de réfléchir et qu'il reviendrait incessamment. Il l'attendit pendant 8 jours, n'osant sortir de peur de manquer sa visite, et regardant à la fenêtre du matin au soir. Mais ce fut en vain, le juif ne reparut point.
« Comment ferai-je à présent, se demanda-t-il, pour me procurer de l'argent? À qui m'adresser dans cette ville? Qui voudra me prêter seulement 100 louis sur cette maison que je ne puis vendre ?» Pendant qu'il était dans cet embarras, il rencontra son brocanteur juif. Il n'hésita pas à s'adresser à lui, et en sa qualité d'étourdi, il ne manqua pas de lui dire dans quelle situation il se trouvait. Le juif n'avait pas envie d'acheter la maison. Il n'était venu que par curiosité, ou pour mieux dire, par acquis de conscience, comme un chien entre en passant dans une cuisine dont la porte est ouverte, pour voir s'il n'y a rien à voler. Mais il vit Croisille si désespéré, si triste, si dénué de toute ressource, qu'il ne put résister à la tentation de profiter de sa misère, au risque de se gêner un peu pour payer la maison. Il lui en offrit donc à peu près le quart de ce qu'elle valait. Croisille lui sauta au cou, l'appela son ami et son sauveur, signa aveuglément à marcher, à faire dresser les cheveux sur la tête. Après cette cavatine qui respire la joie et la fraîcheur des forêts, nous sommes ramenés à ce que la civilisation a de plus ignoble, par l'ère du juif. Il me rappelle toujours les Juifs de Pologne, la plus abominable race de l'univers. Je vois les Juifs de Pologne comme les voleurs d'un autre genre de fondis au royaume de Naples. L'unique faute est au gouvernement dont l'imprévoyance crée de tels êtres. Les Juifs français depuis Napoléon sont comme les autres citoyens, seulement un peu plus avares. Alors Balzac, dans Illusion perdue, si une grande maison de banque a tous les jours en moyenne un compte de retour sur une valeur de 1000 francs, elle touche tous les jours 28 francs par la grâce de Dieu et les constitutions de la banque, royauté formidable inventée par les Juifs au XIIe siècle et qui domine aujourd'hui les trônes et les peuples. On verra le sol passer peu à peu de la race indigène à la race étrangère. Faute d'être remboursés de leurs avances, les Juifs deviendront propriétaires des belles cultures hypothéquées à leur profit. Et si la terre promise n'est plus en Judée, peut-être figurera-t-elle un jour sur les cartes de la géographie transsylvaine, c'est-à-dire de la Roumanie. C'était un homme de 50 ans qui paraissait en avoir 60. Petit, malingre, les yeux vifs mais faux, le nez busqué, la barbiche jaunâtre, la chevelure inculte, les pieds grands, les mains longues et crochues. Il offrait ce type si connu du juif allemand, reconnaissable entre tous. C'était l'usurier souple d'Échine, plat de cœur, rogneur d'écus et tondeur d'œufs. L'argent devait attirer un pareil être comme l'aimant attire le fer, et si ce Shylock fut parvenu à se faire payer de son débiteur, il en eût certainement revendu la chair au détail. D'ailleurs, quoiqu'il fût juif d'origine, il se faisait mahométan dans les provinces mahométanes, lorsque son profil exigeait, chrétien au besoin en face d'un catholique, et il se fut fait païen pour gagner davantage. Ce juif se nommait Isaac Hakabut. Il n'y a pas plus antisémite que cette description de Jules Verne. Les Juifs, ce petit peuple d'usurpateurs, isolés, obstinés, hiérarchisés, c'est-à-dire gouvernés par le délire et méprisés par les grands peuples d'Orient et d'Occident qui leur sont contemporains. Il faut généralement considérer comme un grand malheur que le peuple dont la culture passée aura principalement servi de base à la nôtre ne fut pas celui des Indiens ou des Grecs ou même des Romains, mais précisément celui des Juifs. Scène et doctrine du nationalisme de 1902 de Barès. Les Juifs n'ont pas de patrie au sens où nous l'entendons. Pour nous, la patrie, c'est le sol et les ancêtres, c'est la terre de nos morts. Pour eux, c'est l'endroit où ils placent leur plus grand intérêt. Leurs intellectuels arrivent ainsi à leur fameuse définition, la patrie, c'est une idée. Mais quelle idée? Celle qui leur est la plus utile est par exemple l'idée que tous les hommes sont frères, que la nationalité est un préjugé à détruire, que l'honneur militaire pue le sang, qu'il faut désarmer et ne laisser d'autre force que l'argent, etc. Là-dessus, faut-il les appeler sales juifs ou première aristocratie du monde? Vous en penserez ce que vous voudrez, selon votre tempérament et selon les circonstances. Ce n'est point intéressant, mais vous ne nierez point que le juif ne soit un être différent. Donc on va montrer un petit film de Méliès, qui est un des pères du cinéma et du cinéma d'art, le génie français, mort d'ailleurs relativement dans la misère à cause du lobby du cinéma américain, qui lui ont volé ses films sans jamais lui payer ses droits. On va mettre un petit court-métrage de Méliès sur le juif errant.
conquête juive, un petit nombre d'étrangers, d'une activité convulsive, tenus des siècles à l'écart de la vie nationale, jetés brusquement dans une société au cadre rompu, appauvri par la guerre, s'emparent comme à l'improviste des sources mêmes de l'argent, puis organisent aussitôt leur conquête, patiemment, silencieusement, avec un sens merveilleux de l'homme moderne, de ses préjugés, de ses tares, de ses immenses et débiles espoirs. Devenus maîtres de l'or, ils s'assurent bientôt qu'en pleine démocratie égalitaire, ils peuvent être du même coup maîtres de l'opinion, c'est-à-dire des mœurs. À la bourgeoisie libérale que la vanité rend féroce, ils effaceraient volontiers d'un trait toute l'histoire de France pour rien, pour le simple plaisir de venger les vieilles rancunes des grosses bedaines opulentes du tiers-état. Les Juifs donnent des chefs, s'imposent par leurs vices mêmes qui les ont perdus tant de fois jadis, la frénésie de paraître, l'impudence, la cruauté du satrape. Dès la moitié du XXe siècle, aux premières places de l'administration, de la banque, de la magistrature, des chemins de fer ou des mines, partout enfin l'héritier du grand bourgeois, le polytechnicien à binocle, s'habitue à trouver ces bons hommes étranges qui parlent avec leurs mains comme des singes, traînent nonchalamment sur les colonnes de chiffres et les cotes un regard de biche en amour auquel pourtant rien n'échappe, si différents du papa bonnetier ou notaire, et comme tombés d'une autre planète avec leurs poils noirs, les traits ciselés par l'angoisse millénaire, le prurit sauvage d'une moelle usée depuis le règne de Salomon, prodigué dans tous les lits de l'impudique Asie. Aux fils d'avares, élevés dans le mépris du passé, l'indifférence profonde de la tradition de leur propre race, les maîtres étrangers apportent une mystique nouvelle, admirablement accordée à celle du progrès, au moderne messianisme qui n'attend que de l'homme la révélation du Dieu futur. Dans ce paradis d'ingénieurs, nus et lisses comme un laboratoire, l'imagination juive était seule capable de faire jaillir ces fleurs monstrueuses, carnassières, sur lesquelles se roulait si comiquement le vieux Renan rose et dodu, toutes griffes dehors avec un grognement de terreur et de plaisir, tel un gros chat ivre de Valériane. Mais les temps héroïques de la conquête juive, dont Drummond s'est fait l'historien, sont à présent révolus. L'investissement de la monarchie de Juillet, du Second Empire, le long patriarcat des Rothschild, la presse à l'encan, l'assaut donné au boulevard, au Grand Cercle, au Faubourg Saint-Honoré, le fanion du baron Hirsch sur la redoute du Jockey Club, la curée du titre et des blasons, puis ces grandes orgies rituelles où la race prophétique augurale rejette tous ses gains sur le tapis, court de nouveau sa chance, qui tout double, dans un véritable spasme collectif. Panama, l'affaire Dreyfus, pas l'image des ventrées futures, Bela Kun en Hongrie, Bronstein, dit Trotsky à Moscou. Cette guerre-là n'était encore qu'un jeu d'enfant. On verra bien autre chose lorsque la minuscule bête juive ayant fini de mâcher le bulbe du géant américain, le monstre inconscient se jettera sur le colosse russe, également vidé de sa cervelle. Jusqu'à présent, l'existence juive n'a suffi qu'à ébranler les trônes d'idoles, mais pas à élever un trône à Dieu. C'est ce qui fait le caractère inquiétant de l'existence des Juifs au milieu des peuples. Le judaïsme prétend enseigner l'absolu, mais en fait il enseigne seulement la négation de la vie des peuples, bien plus il est cette négation et rien d'autre. C'est pourquoi les peuples l'ont pris en horreur. Pour cette raison, là où l'un d'entre eux en vient à placer en absolu son identité propre, non seulement de manière intériorisée, mais dans l'ordre de la réalité, Israël doit vouloir le supprimer. Et voilà pourquoi Israël aujourd'hui, au lieu de pouvoir indiquer la voie du salut en survolant le précipice d'un coup d'aile, est emporté au fond de l'abîme tourbillonnant de son cas désespéré. Macha était masochiste et en tant que juive, elle l'était doublement. Car y a-t-il eu un peuple au monde plus profondément masochiste qu'Israël? Israël s'était donné un dieu d'orgueil à la seule fin de le bafouer. Israël avait accepté une loi rigide à la seule fin de la transgresser. Et toute l'histoire d'Israël est l'histoire de cet outrage et de cette transgression. On voit le peuple élu trahir et vendre son Dieu, puis marchander la loi. Et l'on entend les menaces et les malédictions tomber du ciel, les coups pleuvent, les calamités s'abattent. Israël souffre, pleure, gémit, se plaint en exil et se lamente en captivité. Oh, quel amour! La main du Seigneur s'appesantit sur lui et l'écrase. Israël se contorsionne, Israël verse des larmes de sang. Mais Israël jouit de sa bassesse et se délègue de son avilissement. Quelle volupté et quel orgueil! Être le peuple maudit, être le peuple frappé jusque dans sa dernière génération, être le peuple dispersé par les verges mêmes du Seigneur Dieu et avoir le droit de se plaindre à haute voix, de se chercher chicane et de crier son infamie et avoir la mission de souffrir, d'adorer son mal, de le cultiver et de contaminer secrètement les peuples étrangers.
Cette perversité et ce raffinement de toute une nation expliquent la grande diffusion des Juifs et leur étrange fortune dans le monde, bien que leur action soit partout délétère. Les Juifs seuls ont atteint cet extrême déclassement social auquel tendent aujourd'hui toutes les sociétés civilisées et qui n'est que le développement logique des principes masochistes de leur vie morale. Tout le mouvement révolutionnaire moderne est entre les mains des Juifs. C'est un mouvement masochiste juif, un mouvement désespéré, sans autre issue que la destruction et la mort, car telle est la loi du Dieu de vengeance, du Dieu de Kourou, de Jéhovah le masochiste. J'ai eu un entretien de 10 minutes avec Henri Morgenthau à propos du bateau juif en Palestine. Lui ai dit que j'en parlerai au général Marshall. Les Juifs n'ont aucun sens des proportions ni aucun jugement des affaires mondiales. Je trouve que les Juifs sont très égoïstes. Ils se foutent complètement de savoir combien d'Estoniens, Lettons, Finlandais, Yougoslaves ou Grecs sont tués ou maltraités comme personnes déplacées aussi longtemps que les Juifs obtiennent un traitement de faveur. Quand ils ont le pouvoir, que ce soit physiquement, financièrement ou politiquement, ni Hitler ni Staline n'ont rien à leur envier au point de vue cruauté et mauvais traitement envers les faibles. Ne nous cachons pas la vérité. Politiquement, nous sommes les agresseurs et ils se défendent. Ce pays est le leur parce qu'ils y habitent, alors que nous venons nous y installer et de leur point de vue, nous voulons les chasser de leur propre pays. Derrière le terrorisme des Arabes, il y a un mouvement qui, bien que primitif, n'est pas dénué d'idéalisme et d'autosacrifice. N'ayant pas appris à compter, je dépensais à tort et à travers, et il m'est plus d'une fois arrivé de rester tout un jour sans manger. Quand cela se produisait, je vendais quelques effets personnels que je sortais discrètement de l'hôtel, enveloppés dans de petits paquets discrets, et que je portais à un fripier de la rue de la Montagne Sainte-Geneviève. L'homme était un juif aux cheveux roux, un homme extraordinairement désagréable, qui entrait parfois dans de violentes colères, à la seule vue d'un client, comme si celui-ci l'insultait en entrant dans son échoppe. « Merde !» s'écriait-il, « encore vous ? Vous me prenez pour qui? Pour le fourneau économique ?» Et il offrait des prix dérisoires. Pour un chapeau que j'avais payé 20 shillings et à peine porté, il m'accordait 5 francs. Pour une bonne paire de chaussures, 5 francs encore. Pour des chemises, 1 franc la pièce. Il préférait échanger qu'acheter et avait mis au point un truc qui consistait à vous fourrer entre les mains un quelconque article sans valeur et à faire comme si vous aviez accepté l'objet en paiement. Je l'ai vu un jour prendre un très bon par-dessus à une vieille femme, lui coller dans la main 2 boules de billard et la pousser vivement vers la sortie sans lui laisser le temps de protester. C'eût été un véritable plaisir que d'aplatir le nez de ce juif pour quelqu'un, en tout cas, qui se fût trouvé en situation de le faire. Voilà. Certains jours, Boris paraissait avoir touché le fond. Il restait avachi, refoulant les sanglots qui lui montaient à la gorge pour vouer aux 100 000 diables le juif dont il partageait la chambre. À en croire Boris, un Anglais comme moi ne pouvait pas concevoir le supplice que cela représentait pour un Russe de bonne famille de se trouver à la merci d'un Juif. Un Juif, mon ami, un véritable Juif, et qui n'a même pas la pudeur de se voiler la face. Quand je pense que moi, ancien capitaine du Tsar, et voilà où j'en suis, à manger le pain d'un Juif, je vais te dire comment sont les Juifs. Un jour, c'était dans les premiers mois de la guerre, nous étions en campagne, nous nous arrêtons dans un village pour y passer la nuit. Un juif horrible, un vieux juif avec une barbe rousse de Judas Iscariote, arrive à se faufiler jusqu'à mon cantonnement. Je lui demande ce qu'il veut. « Excellence, me dit-il, je vous ai amené une jeune fille, une très belle jeune femme, pas plus de 17 ans. » « Merci, je lui réponds, je n'ai pas envie d'attraper de maladies. »« Des maladies, s'écrie le juif. Mais monsieur le capitaine, vous n'avez aucune crainte à avoir, c'est ma propre fille. » Voilà le caractère juif. T'ai-je déjà dit, mon ami, que dans l'armée du tsar, il était très mal vu de cracher sur un juif, car l'on considérait que la salive d'un officier russe était chose trop précieuse pour être gaspillée sur cette race. J'ai bien recommandé de ne diffuser cet ultima verba que longtemps après ma mort. Dans mon petit cimetière, je suis maintenant à l'abri de la loi Marchandeau, de la LICA, qui est devenue depuis la LICRA, et des tueurs des services secrets israéliens. Mais vous, Français d'aujourd'hui, vos jours sont comptés. Ces jours français s'amenuisent constamment. Bientôt ce pays qui est le mien, qui fut le vôtre, entrera dans le club du tiers-monde. C'est une question de temps, c'est une question de juifs ou pas. Pensez à vous défendre par tous les moyens contre ceux qui œuvrent à vous détruire par leur racisme exagéré, leur rêve démoniaque de domination mondiale, et surtout, n'oubliez jamais que leur puissance n'existe que par notre bassesse et notre lâcheté. Un rat sortait de l'opéra, plastron blanc et cravate noire. C'était un rat dont tout Paris savait l'histoire. On disait que pendant l'occupation des chats, il avait stocké du gruyère. Il était décoré pourtant de mine fière, mais de cette fierté incertaine des rats. Il est rare que ces gens-là aient la conscience tranquille. Portant beau,
Poils lustrés et ras ongles faits par les manucures, costume du meilleur tailleur, dès qu'il sort de l'égout et se fait place en ville, un rat à voiture et chauffeur, chevalière d'or, jolie fille. Cette race toujours inquiète a besoin pour se rassurer de s'entourer de beaux objets, l'illusionnant sur sa puissance. C'est un défaut qui tient au manque de naissance. Le chauffeur de mon rat, un gros chien du pays, décoré d'ailleurs, lui aussi, pour avoir combattu les chats héréditaires lors de la précédente guerre, acceptait ses hauteurs sans lui montrer les dents, tant le précise de l'argent est, hélas, puissant chez les bêtes. C'est un rat, disait-il, mais c'est un rat honnête, il en est. Et la preuve est qu'il est décoré. Ah mon Dieu, que les chiens sont bêtes. Pauvres niais abusés lisant journaux de rats, qui ne sauront jamais ce que rat dira. Ce soir-là, saluant son maître à la portière, le chien ravi lui fit le salut militaire. Il exultait. La vie lui paraissait plus belle. Il dit « Monsieur, c'est la nouvelle que pendant que monsieur écoutait l'opéra, a donné la radio ?» « Qu'importe, dit le rat lassé, montant dans son automobile. Laissons la radio à un peuple imbécile, j'ai mes informateurs. Quoi, monsieur ne sait pas? Je crois, monsieur, qu'il faut tous deux qu'on s'y remette, si on veut faire place nette. La radio nous annonce une invasion des chats. Il va falloir tuer tout chat. Il prononçait à l'Auvergnate étant chien de Clermont-Ferrand. Le rat, entendant ces mots, bondit sous bain des quatre pattes, laissant l'engin de luxe aux portes nickelées, dépouillant son plastron, sa pelisse fourrée, jetant sa canne et son chapeau ras nu, en poil de rat. Comme au jour de naissance, le rat ne fit qu'un bond jusqu'à l'égout voisin, d'où il cria au sot. Apprenez, sotte engeance, que la race des rats a bien d'autres desseins. Un rat gras à New York vaut un rat gras à Vienne ou à Paris. Courage, mon ami, défendez le pays. Et lorsque nous aurons enfin vaincu la race des félins, informez-moi que je revienne. Dans son journal le 31 août 1945, où il est sur le territoire de l'Allemagne en cendres. Toutes ces horreurs proviennent des Juifs qui essayent de se venger de cette manière. En réalité, les Allemands sont le seul peuple qui soit resté convenable en Europe. Je vous rappelle que Patton est mort de mort suspecte et on peut soupçonner qu'il ait été assassiné. Voilà. On est souvent assassiné pour service rendu, après service rendu. Que ce soit symboliquement ou physiquement. Vous vous intéresserez, il est mort... Général Leclerc aussi, il y a eu une fin de vie bizarre aussi. Il y a des gens qui meurent comme ça. Voilà. Je veux connaître tous les domaines sensibles où des juifs sont impliqués, Bob. Les juifs sont partout dans le gouvernement. Et nous devons aller dans ces domaines et trouver l'homme qui peut contrôler la situation et qui n'est pas juif pour patrouiller les juifs. Grâce à Dieu, il y a des exceptions, mais on ne peut pas faire confiance à ces bâtards. Ils se retournent contre nous. Des villages juifs ont été construits à la place des villages arabes. Vous ne savez même pas les noms de ces villages arabes, et je ne vous blâme pas, car les livres de géographie ont disparu. Et non seulement ces livres n'existent plus, mais les villages arabes non plus. Nahalal a été élevé à la place de Maloul, le kibboutz Gzat à la place de Jipta, le kibboutz Sarid à celle de Unelfis, et Kfar Yehoshua à la place de Tel al-Shuman. Il n'y a pas un seul endroit construit dans ce pays qui n'a pas eu une ancienne population arabe. Nous sommes une génération de colons, et sans le casque d'acier et le canon, nous ne serons pas en mesure de planter un arbre ou construire une maison. La méthode de punition collective à ce jour s'est révélée efficace. Il n'y a plus de Palestine, terminée. Extrait du Dictionnaire de Gaulle aux éditions Robert Laffont 2006. Voilà. Donc c'est une correspondance de 1919 du jeune de Gaulle à sa mère. Alors, détestés à mort de toutes les classes de la société, tous enrichis par la guerre, dont ils ont profité sur le dos des Russes, des Boches et des Polonais, et assez disposés à une révolution sociale où ils recueilleraient beaucoup d'argent en échange de quelques mauvais coups. Deux points, les Juifs. Voilà. Voilà comment De Gaulle à Varsovie, donc on est toujours sur ce judaïsme talmudique de l'Est, De Gaulle, le jeune De Gaulle de 1919 parle des Juifs. Voilà. Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur, n'en viennent, une fois qu'ils seraient rassemblés dans le site de son ancienne grandeur, n'en viennent à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'ils formaient depuis 19 siècles, l'an prochain à Jérusalem. Je suis né à Paris et suis le fils d'immigrants polonais. Mon père a été déporté de France. Ses parents ont été déportés.
et assassiné à Auschwitz. Mon père est rentré d'Auschwitz en France. Ce pays mérite notre haine. Ce qu'il a fait à mes parents était beaucoup plus brutal que ce qu'il a fait aux Africains. Qu'a-t-il donc fait aux Africains? Il n'a fait que du bien. Mon père, il lui a fait vivre l'enfer pendant 5 ans. Ah!